Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Il est le coupable parfait. Avant de laisser les jurés se retirer, le juge attire leur attention sur la gravité de leur décision à venir. Quelle que soit votre décision, elle devra être unanime. Dans le cas où vous rendriez un verdict de culpabilité, la Cour ne le discutera pas. Il sera irrévocable et entraînera automatiquement la sentence de mort. Vous assumez, messieurs, une grave responsabilité. Je vous remercie. Tout le monde semble d'accord. L'accusé est coupable. C'est évident. La délibération va être vite expédiée. Les 12 hommes votent à main levée. Cependant, le juré numéro 8 ne semble pas si sûr. Entendu. Alors, surtout, souvenez-vous que nous devons avoir 12 voix sur 12, quel que soit le vote. Et c'est la loi. Vous y êtes, messieurs? Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Un seul. Merci. 11 coupables contre un non coupable. Eh bien, nous savons à quoi nous en tenir. Bon sang, c'est toujours comme ça. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous expliquer. Bon sang, bon sang. Alors, vous croyez qu'il est innocent? Je n'en sais rien. 12 hommes en colère, ou 12 Angry Men en version originale, est un drame américain de 95 minutes en noir et blanc. Sorti aux États-Unis une première fois le 4 septembre 1957 et en France le 4 octobre de la même année, 12 hommes en colère est ressorti au cinéma le 25 juillet 2007. C'est ce qu'on appelle une reprise. Il a été réalisé par Sidney Lumet, qui est entre autres le réalisateur du Crime de l'Orient Express de 1974, d'un après-midi de chien de 1975 et de 7h58 ce samedi-là de 2007. Le scénario de 12 hommes en colère a été écrit par Reginald Rose d'après sa pièce de théâtre du même nom. En fait, le scénario a au départ été écrit pour un téléfilm diffusé en 1954, puis a été adapté au théâtre l'année suivante. Il est intéressant de noter que sur les 12 acteurs jouant les rôles des jurés dans le téléfilm d'origine, 2 figurent également dans le film, à savoir Joseph Sweeney et Jiří Voskovič. Puisque nous parlons d'acteurs, jetons un œil au casting ou à la distribution. Nous avons donc, pour le juré numéro 1, Martin Balsam, pour le juré numéro 2, John Fiedler, pour le juré numéro 3, Lee J. Cobb, pour le juré numéro 4, E.G. Marshall, pour le juré numéro 5, Jack Klugman, pour le juré numéro 6, Ed Beans, pour le juré numéro 7, Jack Warden, pour le juré numéro 8, Henry Fonda, pour le juré numéro 9, Joseph Sweeney, pour le juré numéro 10, Ed Begley, pour le juré numéro 11, Jiří Voskovič, et pour le juré numéro 12, Robert Weber. Petit aparté, dans la série Les Simpsons, saison 5 épisode 20, Le garçon qui en savait trop, Homer Simpson, désigné comme juré, est seul à voter non coupable, aux grandes dames des 11 autres voulant terminer le plus vite possible, convaincus de la culpabilité du neveu Quimby. La phrase « Je vais te tuer » y est même reprise par l'accusé pendant le tribunal. I'll kill you! I'll kill all of you! Especially those of you in the jury! Really guilty. Wow, that didn't go well. 12 hommes en colère a une mise en scène presque universitaire. Il s'agit d'un huis clos quasi parfait, puisque seules les scènes d'ouverture et de clôture du film, longues d'à peine 5 minutes, se déroulent à l'extérieur du décor principal, la pièce de délibération d'un jury, dans un tribunal. En regardant le film, on ne pense pas une seconde au réalisme des décors, à la qualité des costumes, des maquillages, ou à la bande-son, ou l'éclairage. Non. Pourquoi? Parce que les dialogues. Le scénario de 12 hommes en colère est principalement misé sur des dialogues magnifiques. Dialogues laissant place à une vraie joute verbale entre les membres présents dans la pièce, chacun se sentant personnellement responsable du sort de l'accusé. Pour citer chronologiquement 3 scènes m'ayant marqué, je dirais en premier lieu celle-ci. Pour un homme âgé qui a eu une attaque, c'est loin. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais me rendre compte du temps qu'il a mis. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi la défense n'a-t-elle pas réagi, dites-moi? L'avocat n'y a peut-être pas pensé. Vous en avez une bonne, vous le prenez pour un idiot, cet avocat. Ça tombe sous le sens. Vous y aviez pensé? Que j'y ai voyons pensé ou non, ça ne change rien. L'avocat n'a pas réagi parce que ça aurait nuit à son client. Vous n'êtes pas bien malin. Il n'est peut-être pas intervenu parce que ça l'aurait amené à s'en prendre à un vieux sans défense. Vous savez que ça ne fait pas très bon effet sur un jury et que les avocats essaient de l'éviter.
Alors ce serait un incapable? C'est la question que je me pose. Passez-moi cette chaise, s'il vous plaît. Les 2 sièges représentent le lit du vieux. Je viens de compter 3 mètres et quelques. Ça, ce sera la porte de la chambre. Oh, c'est grotesque, vous n'allez pas reconstituer la scène. Le couloir faisait 12 mètres, soit 2 fois d'ici à ce mur. Et tout ça est absolument insensé. Vous nous faites perdre notre temps. Dans quel but? Selon vous, ça ne prendra que 15 secondes. On peut bien s'offrir ça? Je vous en prie, cessez de siffler. Ok, Tarzan. Ouais. Voyons. Veuillez rester là, à la place de la porte d'entrée. Elle était fermée par une chaîne, selon le témoin. N'oubliez pas. Quelqu'un a-t-il une montre marquant les secondes? J'en ai une. Tapez du pied quand vous serez prêt. Vous pourrez compter à partir de ce moment-là. Alors quoi, on joue aux charades maintenant? Après, Allez-y, je suis prêt. Qu'est-ce qu'on attend? Monsieur, mais j'attends que l'aiguille soit à 60. Oh, mais allez-y, allez-y. Vous marchez plus vite que ça. Le vieux aurait mis moitié moins de temps. Vous voulez que je marche plus vite? Très bien. La chaîne, la porte, stop. Bon. Combien de temps? Attendez. 41 secondes. J'ai apprécié cette scène pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est l'une des seules scènes essentiellement visuelles de tout le film. Deuxièmement, j'aime la simplicité de cette démonstration. Simplicité qui n'enlève rien à la qualité et à la justesse de l'argument démontré. Et dernièrement, les plans sont différents. Tout le long du film, nous faisons principalement face à des plans rapprochés ou des gros plans. Mais dans cette scène, on s'éloigne de cette optique-là et on se retrouve avec des plans moyens et américains. Ensuite, je dirais celle-ci. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, hein? Vous savez qu'il est coupable et qu'il faut qu'il paye et vous le laissez filer entre vos doigts. Comment on le laisse filer? Êtes-vous chargé de l'exécuter? Parfaitement. Peut-être voudriez-vous abaisser la manette? Pour ce gosse, je suis tout prêt à le faire. J'en suis désolé pour vous, je n'envie pas celui qui devra abaisser la manette. Depuis que vous êtes ici, vous vous conduisez comme si vous aviez mission de venger la société. Vous voulez que ce gosse meure parce que vous y tenez personnellement et non pas à cause des faits. Vous êtes un sadique. Vous, laissez-moi donc, je ferai ces scrapules, je tuerai cette crapule, salaud. Vous avez réellement l'intention de me tuer? Ça fait référence à cette scène qu'on trouve plus tôt et c'est assez jouissif de faire face à cette querelle et de voir la réaction du juré numéro 3 parce qu'il m'est assez antipathique. Il y a encore une chose dont je voudrais vous parler, messieurs. Merci. Nous avons prouvé que le vieux monsieur n'a pu entendre le petit crier « Je vais te tuer ». Mais Vous supposez... n'avez rien prouvé du tout. En voilà Veuillez qui me vous laisser plaît. parler. Supposez qu'en fait, il l'ait entendu. Cette phrase, combien de fois ne l'avons-nous pas prononcée? Probablement 100 fois. Si tu continues, je vais te tuer, chérie. Sale gosse, si tu recommences, je vais te tuer. Rentre à la maison, je vais te tuer. Nous disons ça à tout bout de champ sans être des Pardon, assassins. vous allez fort cette fois. Nous savons tous que cette phrase fut hurlée par le gosse qui s'est dégosillé à crier « Je vais te tuer ». Ne dites pas que c'est une phrase en l'air, monsieur. Lorsqu'on crie de cette manière, c'est qu'on le pense. Et pour finir, celle-ci. Comment vous appelez-vous? Davis. Et moi, McCardle. Eh bien, au revoir. Au revoir. Je trouve cette scène ultra intéressante, mais cet échange de noms entre le juré numéro 8 et le juré numéro 9 est une scène qui m'a marquée, effectivement, mais qui m'a aussi perturbée. C'est-à-dire que pendant tout le film, on ne connaît pas leurs noms. Ils ne sont pas dits et on ne se pose même pas la question. Jusqu'à la fin, où leurs 2 noms sont révélés. Ne pas avoir donné de nom à ses protagonistes est aussi une envie de Lumet de formuler l'anonymat. Alors, pourquoi tout gâcher à la fin? Je souhaite néanmoins faire un ajout. Alors, ce n'est pas une scène à proprement parler, et c'est pourquoi je ne l'ai pas mise dans les 3 scènes m'ayant marqué. Mais ce sont plusieurs bouts de scènes, si on peut appeler ça comme ça. Je rappelle que, au départ, seul le juré numéro 8 vote non coupable. Il se justifie en disant qu'il n'affirme pas le jeune homme innocent, mais qu'il a toutefois un doute valable. Et c'est pourquoi, à mesure que l'argumentation du juré avance, d'autres vont céder, petit à petit, convaincus non pas de l'innocence de l'adolescent, mais qu'il existe effectivement un doute légitime, un doute valable, des incohérences dans l'accusation qui interdisent l'envoi d'un jeune garçon à la mort.
car c'est bien de cela qu'il s'agit. La vie de cet adolescent tient en ces deux mots, non coupable. Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Monsieur le Président, je tiens à changer mon vote en non coupable. Quoi? C'est clair, je pense. Vous êtes sûr de vous? Tout à fait sûr. Pardon, messieurs. Je vote non coupable. Et qu'est-ce qui vous... Le 2. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Alors je crois que je vais prendre un parti et que je vais voter non coupable. 8. Le 9. Est-ce possible? Non coupable. Vous le croyez coupable? Et vous? Non. Je suis convaincu. Non coupable. Saleté de gosse. Tu me dégoûtes, oh oui, tu me dégoûtes. Non. Non coupable. Non coupable. Non. J'ai choisi de travailler sur ce film pour 3 raisons. Tout d'abord, la plus évidente, parce que je l'ai énormément apprécié. Nonobstant les quelques trucs sur lesquels je reviendrai, et sans forcément parler de chef-d'œuvre, ce film reste un classique intemporel. Je pense qu'il est important à voir, car il permet la réflexion et la remise en question du spectateur au fur et à mesure que l'intrigue avance. Ensuite, une raison plus ou moins discutable, mais parmi les autres films proposés, il m'a semblé que 12 hommes en colère n'était pas celui qui allait être choisi en majorité. J'ai pensé que travailler sur celui-ci me permettrait donc d'éviter trop de doublons sur le ou les mêmes films avec mes camarades. Et, troisième raison, les choix de réalisation. Alors que le film au départ multiplie les plans d'ensemble, la caméra se rapproche inévitablement des visages de chacun des jurés pour finir sur des gros plans oppressants en contre-plongée à mesure que la tension grandit. En effet, Sidney Lumet a choisi des angles de vision très variés tout au long du film. Le premier tiers est filmé au-dessus du niveau des yeux, le deuxième à leur hauteur et le dernier en dessous. Chaque plan n'inclut que le ou les jurés qui vont faire avancer le récit, soit par leurs déclarations, soit par leurs attitudes, ou encore par un visage muet et consterné qui marque un revirement ou un doute dans l'esprit du personnage. J'ai mentionné plutôt des trucs, ces trucs qui sont pour moi de petits regrets, mais sans très grande importance. Par exemple, je trouve dommage le côté caricatural de certains jurés, l'extrémiste, le je m'en foutiste, le violent, l'intello, etc. Ou encore le revirement assez abrupt que l'on trouve chez certains. Mais attardons-nous sur la fin, qui est certainement le pire raccourci scénaristique du film. Déjà, on aurait aimé un dénouement moins prévisible. Dès le départ, on sait comment cela va se terminer. Cela rejoint le côté stéréotypé dont je parlais juste avant. On sait que le « tout seul » va réussir à convaincre tous les autres. Quand je dis raccourci scénaristique, je fais référence au fait que, après le consentement du dernier juré, il quitte le palais de justice et c'est tout. Ainsi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Même pas un plan de la salle d'audience. Cela montre que tout le travail qui a été réalisé, qui a été fait sur la partie huis clos, s'est probablement fait aux dépens du autour. En tout cas, de la fin, qui aurait mérité, d'après moi, un peu plus d'approfondissement, ou du moins une image, pour laisser entendre au spectateur le « comment ça s'est terminé ». Pour conclure, je dirais que la morale que l'on pourrait en tirer est simplement qu'il faut questionner son intuition, sa pensée rapide. 12 hommes en colère permet de montrer qu'aucune vérité ne peut être admise sans analyse préalable. Le fait d'avoir fait gagner le juré numéro 8 à l'issue du récit exprime symboliquement qu'il ne faut pas toujours s'en tenir aux consensus initiaux. La cour est levée.